Alors bonsoir à tous. Donc là, en première partie, en introduction, on va faire des définitions et puis on va voir le cheminement en fait du médecin dans la démarche de l'asthme, comment dire, difficile. Euh, donc, dans un premier point, on parle de définition. Euh, Qu'est-ce qu'un asthme? L'asthme, donc on connaît tous bien cette maladie. C'est une maladie chronique des voies respiratoires, des bronches, qui évolue par des crises. Et on va dire dans la représentation commune qu'on a de l'asthme, il s'agit d'une maladie qui peut volontiers être silencieuse entre plusieurs crises. Là, on va parler ce soir d'une proportion plus restreinte de patients dans cette maladie qui, eux, voilà, ont une histoire plus compliquée, moins facile. Et donc voilà, pour ça, un prérequis, on doit donner quelques définitions pour savoir vraiment de qui on parle. On dit qu'un asthme est non contrôlé lorsqu'au moins un de ces deux points est abordé, c'est-à-dire que soit le patient continue à avoir des symptômes, c'est-à-dire qu'il n'est pas contrôlé, il a plus de 2 fois par semaine des symptômes dans la journée, plus d'1 fois par semaine des symptômes dans la nuit, il utilise plus de 2 fois par semaine de la mentoline, ou il ressent, enfin, voilà, il y a des limitations dans cette activité. L'autre point dans le contrôle de l'asthme, c'est ce qu'on appelle les exacerbations, donc c'est poussée de la maladie. Et on constate, enfin, on estime qu'au-delà de 2 poussées sévères, enfin importantes, significatives dans l'année, il s'agit d'un facteur de, voilà, il s'agit d'un contrôle inacceptable et on trouve ça vraiment significatif. Une hospitalisation par an également, c'est un chiffre qui n'est pas normal. L'asthme difficile à traiter à présent, c'est l'étape, on va dire, qui précède l'asthme sévère. Il faut bien différencier l'asthme difficile à traiter du patient difficile à traiter. C'est-à-dire que là, on parle d'un patient pour qui on fait tout bien, concrètement, mais pour qui on n'arrive pas à obtenir pour autant de contrôle, malgré une forte pression thérapeutique. Donc, il est question des paliers 4 et 5 thérapeutiques des recommandations internationales. Je vais vous le montrer juste après. Donc, dans les facteurs qu'il faut avoir abordés au préalable, c'est voilà, l'absence tout simplement de tabagisme, la bonne technique de la prise du traitement, la bonne compliance du patient, la bonne observance du traitement et l'absence de diagnostic alternatif. Enfin, après un certain temps, lorsqu'on a vraiment pu définir un asthme difficile à traiter et avec un certain recul, on peut alors parler d'asthme sévère. C'est-à-dire qu'on a absolument tout optimisé et malgré cela, la maladie n'est toujours pas contrôlée. Avec cette notion de 6 mois qui est à retenir, on en reparle après. L'autre subtilité pour la définition de l'asthme sévère, ça peut être cet asthme, cette forme d'asthme qui s'aggrave dès que l'on baisse en pression thérapeutique. On parle de forte pression thérapeutique. Et on appelait avant ces asthmes des asthmes réfractaires, mais c'est finalement un terme qu'on n'a plus besoin d'utiliser depuis l'apparition des biothérapies, qui sont ces nouveaux traitements dont on va parler ce soir. Ces traitements qui sont assez révolutionnaires et qui sont vraiment qui ont une efficacité spectaculaire dans la prise en charge de la maladie. Donc un peu de prévalence de quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Il s'agit ici de chiffres voilà, concernant la Hollande. On a globalement sur les mêmes chiffres en France. Prenons une population de 24% des asthmatiques qui nécessitent une forte pression thérapeutique. Dans cette population, il y aura 17% de patients difficiles à traiter. Et au final, si on retient donc la définition de l'asthme sévère, c'est-à-dire du patient difficile à traiter pour qui on a éliminé toutes les comorbidités et les autres problématiques, et qui continue à ne pas être bien équilibré après 6 mois de traitement, et bien on arrive à 3%, 3,7% des patients. Ce chiffre il peut varier selon les études de 3 à 10% de la prévalence. Donc c'est quand même des chiffres qui globalement en Europe qui se recoupent. Voici les fameux paliers thérapeutiques allant de l'absence de traitement de fond à un traitement à la demande, on va dire. Le gros piège de la prise en charge de l'asthme, c'est d'imaginer que c'est un traitement à la demande, et pas du tout. Voilà, on a cette montée des traitements, donc on voit le palier 4 et le palier 5, je pense que mes collègues en reparlent après, de manière plus approfondie. Dans l'idée, le palier 4 et le palier 5, c'est une forte dose de corticoïdes inhalés, associée avec une mesure associée.
Et donc forcément dans le palier 5, on arrive à la question posée des nouveaux traitements, des médicaments d'exception, donc des biothérapies. Alors parlons un peu de l'impact dans la vie des patients asthmatiques sévères. À la différence de l'asthme, on va dire plus facile, ce sont des patients qui n'ont plus des symptômes intermittents ou par crise, mais qui sont vraiment dans l'omniprésence de leurs symptômes. Ils vivent aussi, de par leur forte pression thérapeutique, ils vivent les effets indésirables de leur traitement au quotidien. Alors ça peut être les corticoïdes par voie orale, mais ça peut être aussi l'effet du passage systémique de corticoïdes à forte dose pris de manière inhalée. Donc on connaît bien tous ces effets indésirables, le diabète, l'hypertension, l'ostéoporose, la dépression et l'obésité, et aussi d'autres effets à court terme comme les infections également, et des risques et des thromboses. Sur le plan psychologique, il y a vraiment on appelle ça le fardeau de la maladie asthmatique. C'est le retentissement dans la vie de tous les jours de ces patients, la désocialisation, les difficultés dans l'emploi, de poursuite de carrière, de choix de carrière ou de formation, et les interférences personnelles familiales. Alors la première étape dans la démarche de l'asthme difficile à l'asthme sévère, c'est de bien confirmer le diagnostic. Restons cliniques dans un premier temps. Est-ce que les symptômes énumérés par le patient sont bien liés à de l'asthme? En effet, il y a beaucoup de maladies qui peuvent essouffler, qui peuvent donner des sifflements ou de la toux. Bien sûr, la maladie la plus classique qui se rapproche de l'asthme, c'est la bronchite chronique du fumeur. Là, on est bien orienté effectivement par un patient qui fume, qui a un lourd passé de tabagisme. Certaines formes d'insuffisance cardiaque peuvent donner également de l'essoufflement et même des sifflements. Le surpoids, parfois, l'obésité peut mimer de l'asthme. Et enfin, le déconditionnement, c'est-à-dire cette perte de capacité à l'effort, peut également être un facteur on va dire confondant. D'autres pathologies qui sifflent également, donc la bronchite chronique obstructive toujours, l'obésité, la trachéomalacie, ce phénomène de collapsus des voies respiratoires proximales. Je vous ai mis 2 diapositives en bas, à différents niveaux. Vous voyez une coupe en scanner, là c'est en l'occurrence une polychondrite atrophiante. Vous voyez, je n'ai pas le pointeur avec moi, vous voyez là en pratique les voies aériennes qui sont quasiment fermées à l'expiration. Donc cette problématique, ce qu'on appelle la trachéomalacie, c'est un phénomène dynamique qui peut effectivement complètement mimer de l'asthme et sur lequel les corticoïdes inhalés et les bronchodilatateurs ne vont avoir aucun effet. Autre pathologie confondante, la dysfonction des cordes vocales. On en voit une illustration sur une courbe expiratoire d'une spirométrie à côté. Ce sont des patients qui finalement ont un phénomène d'adduction paradoxale des cordes vocales sur des manœuvres notamment d'allaitement, donc d'hyperventilation. Et ces patients vont avoir un profil particulier qu'on peut parfois déceler, même au repos, en dehors d'une crise, en les faisant souffler au cabinet. Autres pathologies qui peuvent occasionner de la toux, également, sont les pathologies alternatives, on va dire presque, ou compliquantes, donc certains médicaments, notamment les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des pathologies de dilatation des bronches, qu'on va finalement objectiver sur le scanner thoracique. Là, sur l'image, la photo que vous voyez, c'est une image en endoscopie d'une aspergillose bronchopulmonaire allergique sur des dilatations de bronches. C'est en fait un bouchon qui réalise un moulage endobronchique d'une réaction inflammatoire, d'hypersensibilité liée à la présence d'un champignon qui colonise les bronches. Et là, cette maladie peut effectivement en tout point ressembler à une histoire d'asthme difficile à traiter. Le reflux gastro-œsophagien, il a également toute sa place dans cette pathologie. Il peut expliquer de la toux, il peut expliquer même certaines formes d'hyperréactivité bronchique, on en parle juste après. Donc vous voyez que déjà on est un peu pluridisciplinaire, on peut vite avoir besoin soit des ORL, soit des gastro-entérologues, soit des cardiologues pour nous aider dans l'avancée du diagnostic. Alors le diagnostic de l'asthme, il est clinique avant tout. Il est aussi fonctionnel, c'est-à-dire qu'on a un examen fonctionnel respiratoire, c'est surtout sur ça qu'on s'appuie initialement. La spirométrie, cette maladie est caractérisée par
une diminution des débits. Voilà. Donc cette diminution elle est objectivée sur une manœuvre d'expiration forcée, et il y a un aspect tout à fait caractéristique de limitation des débits. Et chose particulièrement importante dans l'asthme, c'est que cette limitation des débits, elle est réversible. C'est-à-dire qu'on fait inhaler au patient de la ventoline et on visualise 5 minutes et 10 minutes après qu'il y a une augmentation de ces débits. Donc ça traduit vraiment, ça pour nous c'est quelque chose de très rassurant qui permet vraiment de valider le diagnostic d'asthme. Donc pour valider cette réversibilité, il faut qu'il y ait un gain franc, complet, non équivoque, avec le gain de 200 ml et de 12% de la valeur des débits, moins d'une valeur des débits. Alors ces tests, il faut savoir les répéter, puisque la maladie évoluant par crise, on peut parfois voir un patient sans aucune anomalie sur l'épreuve fonctionnelle respiratoire. Il faut donc être assidu, le revoir, savoir le revoir en crise également lorsqu'il se sent moins bien, pour vraiment attraper ce diagnostic fonctionnel respiratoire. Dans les cas où on a un doute sur le diagnostic, où on n'arrive pas à avoir ce patient dans cette situation-là et qu'on a toujours une fonction respiratoire complètement normale, le test de provocation à la métacholine qu'on réalise à l'Institut est très intéressant. Vous avez l'illustration en dessous. Donc vous voyez l'embout en haut de l'endoscopie, de la spirométrie simple avec le filtre, et en dessous un nébulisateur qui va nous donner nébuliser des doses précises de ce médicament en quelque sorte, avec des paliers. Donc ce test va donc essayer de démasquer ce phénomène d'hyperréactivité bronchique, c'est-à-dire de fermeture, cette fois-ci dans l'autre sens, de fermeture des voies aériennes, donc de baisse des débits. Donc on vérifie bien que le patient part avec une fonction respiratoire complètement normale, et on réalise palier par palier des inhalations avec doses croissantes et avec un certain cumul de ce produit irritant. Et bien sûr qu'on a objectivé de manière suffisamment probante le mécanisme de bronchoconstriction, on peut alors arrêter le test et donner de la ventoline pour bien vérifier la réversibilité. Alors cet examen, il a des limites également, et effectivement, une certaine proportion de la population peut réagir à ce test sans être pour autant asthmatique. Donc ici, nous le couplons avec une mesure de la FeNO, donc une mesure de l'inflammation des bronches avec un examen très simple, un appareil très simple que je vais vous montrer tout à l'heure. Et bien sûr, donc, à des stades plus tardifs, pour en revenir à l'asthme sévère ou à l'asthme difficile, on peut parfois arriver à un échappement de cette définition, c'est-à-dire qu'on arrive à une obstruction des bronches qui devient cette fois-ci irréversible. Mais ça, ce sont des stades très tardifs. Deuxième étape pour le médecin, donc, dans sa démarche, c'est d'identifier les facteurs de non-contrôle de la maladie. La première des choses, le premier des points, c'est la technique de prise, et finalement on a parfois peu de temps pour s'y intéresser. Dans 80%, il est question de mauvaise technique. Il y a également 75% des patients qui sont, on va dire, peut-être pas non observants, mais mal observants, et qui prennent le traitement un peu à leur guise. Et ça, c'est quelque chose, c'est une réalité. C'est une maladie, du coup, quand les patients ont une amélioration, constatent une amélioration de leurs symptômes, ils ont tendance à abandonner le traitement facilement, et pas forcément nous l'avouer. Il y a également des effets indésirables liés au principal produit que sont les corticoïdes inhalés, avec parfois des dépôts, donc qui peuvent donner des difficultés à parler, des sensations désagréables qui peuvent également être un facteur d'inobservance. Donc les comorbidités, on en a déjà parlé tout à l'heure, essentiellement du coup l'obésité, les problématiques cardiaques et de reflux gastro-œsophagien. Un phénomène important à identifier sont les facteurs stimulants immédiats de cette maladie, les facteurs de risque modifiables. C'est-à-dire que souvent, c'est un facteur, c'est des données auxquelles on n'a absolument pas accès en voyant le patient en cabinet. Le patient ne va pas spontanément vous parler de son environnement, de son environnement peut-être parfois insalubre ou problématique. Et c'est à nous vraiment de rechercher ces indices-là. Il existe des conseillers en environnement intérieur qui font un travail magnifique, qui nous rendent des comptes rendus en allant chez les gens, faire des prélèvements. Et là, je vous ai mis à côté un résultat, par exemple, d'une patiente qui avait un asthme difficile à traiter, qui s'avérait être une aspergillose bronchopulmonaire allergique, donc c'était réaction à un champignon. Peu de choses identifiables chez elle, à part le fait qu'elle avait un encombrement total de son environnement intérieur.
Par contre, chez elle, voilà, elle habite en rez de jardin avec des plantes vertes en nombre excessif chez elle. En fait, lorsqu'on pose des milieux de culture fongiques, finalement, spontanément, il y a toutes les espèces de champignons qui poussent. Donc c'était assez impressionnant d'avoir cette information. Et donc c'est quelque chose qui, pour la patiente, était absolument indétectable, puisqu'il est imprévisible, parce qu'il n'y a pas de trace d'humidité, pas de trace de moisissure chez elle, ni d'humidité excessive apparente. Pour autant, son environnement, et notamment sa chambre, sont totalement remplis de champignons. Donc voilà, donc là on a énormément avancé dans la compréhension de sa maladie. La consommation, je reviens là-dessus aussi sur la consommation de ventoline, souvent prise pour le traitement, la pierre angulaire du traitement, à tort. Il y a un piège dans la prise en charge, enfin la prise excessive de ventoline ou inappropriée, c'est cet effet de contre-régulation et effectivement c'est ce facteur de risque littéralement identifié des gens qui prennent de ce mésusage de la ventoline qui augmente le risque d'hospitalisation et parfois même au niveau statistique le risque de décès au-dessus de 12 flacons de ventoline utilisés par an. Alors l'optimisation, troisième point, comment optimiser le traitement de notre patient asthmatique? Eh bien, premièrement, ça passe par un plan d'action, c'est-à-dire une feuille écrite donnée au moins propre au patient qui lui explique l'attitude qu'il doit avoir en cas de poussée de la maladie et bien lui rappeler bien sûr les lignes directrices de son traitement de fond. Le contrôle de la technique de prise, c'est quelque chose sur lequel effectivement on s'attarde assez peu. Ce qui est toujours intéressant, c'est quand on fait souffler les patients, et notamment dans le test de provocation à la méthacholine, on a bien, ou dans les tests de réversibilité, on a bien l'occasion de voir leur technique de prise. Et enfin, l'optimisation du traitement, elle monte palier par palier, essentiellement sur les corticoïdes inhalés. Elle peut également passer, et ça dans les nouvelles recommandations, effectivement, ils disent de ne pas trop hésiter, de trop tarder à monter le patient dans des doses de corticothérapie à haute dose assez rapidement pour vraiment savoir si on parle d'un asthme difficile. Ça peut également passer par des doses de corticothérapie orale transitoire. Quatrième étape dans l'évaluation de la réponse, à 3 à 6 mois. Ce timing de 6 mois est extrêmement important et c'est là vraiment qu'on va définir la sévérité de la maladie. Donc on passe de l'asthme non contrôlé, l'asthme difficile à traiter, on va dire un asthme difficile à traiter à 6 mois devient un asthme sévère. Donc il y a donc une nécessité d'un suivi longitudinal pour poser ce diagnostic. Il faut bien connaître le patient et l'avoir revu et réévalué plusieurs fois. Enfin, à présent, nous avons défini un asthme, on sait qu'on est en présence d'un asthme sévère. On va essayer, maintenant c'est le nouveau terme, de le phénotyper, c'est-à-dire d'essayer de le caractériser au maximum avec ce qu'on appelle des biomarqueurs pour envisager la cible thérapeutique. Et ceci passe par un bilan assez exhaustif qui passe par des prises de sang, d'autres examens et qui comportent l'imagerie, de l'endoscopie et également l'avis de confrères de d'autres spécialités. On pense notamment au fait d'éliminer les déficits immunitaires, des diagnostics différentiels type vascularite à ANCA et également sur le scanner des pathologies de type dilatation des bronches, pathologie rhino-sinusienne majeure. Ensuite, une fois qu'on a on va dire, répertorié toutes ces données, on peut envisager de discuter de l'avenir du patient dans ce qu'on appelle une RCA, donc cette dénomination assez récente de réunion de consultation, de concertation asthme ou de plateforme asthme sévère, donc évoquée dans le GINA. Concrètement, ce sont des groupes de médecins, on va dire, entraînés sur la pathologie asthmatique qui vont réfléchir sur le modèle un peu des RCP pour l'oncologie par exemple, sur la prise en charge future du patient. L'autre possibilité, effectivement, si le patient n'est pas éligible de ces thérapies, c'est de l'envoyer sur un centre d'essai thérapeutique, donc en général un centre hospitalier universitaire. Donc il y a vraiment on va dire un paradigme dans le phénotypage de l'asthme actuellement, c'est concrètement, on appelle ça, c'est un peu un terme peut-être pas forcément grand public, asthme TH2 ou non TH2. On va essayer de simplifier cette dénomination-là. L'asthme TH2, concrètement, on va retenir que cela représente l'asthme classique comme on le connaît, avec sensibilisation aux allergéniques, c'est-à-dire avec le polynucléaire au centre de l'inflammation, éosinophiles, polynucléaire éosinophile,
Bon, cet asthme peut être également stimulé par des virus, des bactéries et des produits irritants, mais voilà, globalement, c'est un asthme dans lequel on voit volontiers des polynucléaires éosinophiles élevés, dans lequel le test de la FeNO, donc le NO exhalé, cette mesure va nous permettre d'avoir un chiffre élevé, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation éosinophilique intense dans les bronches. Voici l'appareil que l'on utilise ici au cabinet, à l'Institut. C'est un acte encore qui n'est pas, on va dire, pour lequel il n'y a pas de nomenclature en France, mais qui est utilisé dans les pays anglo-saxons. C'est un examen extrêmement intéressant par la facilité de la réalisation, le caractère reproductible et le caractère non invasif. Autre point très intéressant, c'est qu'il est vraiment facile à réaliser chez les enfants, donc ça peut être une information extrêmement intéressante. Donc je vous avais dit, nous actuellement on le couple au test à la métacholine assez systématiquement pour avoir renforcé la valeur diagnostique de nos tests à la métacholine. Donc c'est vraiment assez passionnant parfois de voir certaines discordances sur certains cas difficiles. Donc l'expectoration induite par les éosinophiles, nous ne l'utilisons pas ici. Et bien sûr, toujours prendre en compte les sensibilisations allergiques. Ça, c'est vraiment dans ce profil, c'est important. Ça ne suffit pas, on va dire globalement, toujours à expliquer la sévérité de l'asthme dans cette forme d'asthme, mais c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Il faut savoir chercher ces signaux d'inflammation, les répéter. Parfois, on peut avoir des chiffres différents selon la prise de corticoïdes. Effectivement, si le patient sort d'une exacerbation et a pris une forte dose de corticoïdes par voie orale et qu'on le revoit juste après, qu'on le réévalue à ce moment-là, les chiffres peuvent être faussés. Et pour l'autre, on va dire, l'autre grande forme, enfin, les autres formes d'asthme pour lesquelles on n'a pas ce type d'inflammation, là, souvent, il y a un rôle d'exposition environnementale. Ces patients, on peut leur proposer à eux des traitements issus, on va dire, du traitement de la bronchopathie chronique obstructive du fumeur, notamment avec ce qu'on appelle les anticholinergiques. D'autres médicaments comme les antileucotriènes peuvent parfois être tentés sur certaines entités très spécifiques, notamment comme l'asthme avec sensibilisation à l'aspirine. Les macrolides sont des antibiotiques qui peuvent être utilisés à faible dose, on va dire cette fois-ci à visée anti-inflammatoire et anti-sécrétoire, non pas pour le rôle antibiotique et antibactérien. Et pour ces patients, effectivement, solution assez novatrice, pour lesquelles pour l'instant il y avait 2 centres d'essai pilotes en France, entre Paris et Marseille, la thermoplastie, où là c'est pour une entité s'adressant à une entité un peu particulière, c'est-à-dire des gens qui ont développé un épaississement des muscles, des bronches tellement intense que voilà, l'idée est de chauffer cette paroi et ces muscles pour essayer de réaugmenter le calibre des voies aériennes. Donc ça, typiquement, pour les patients asthmatiques qui ont perdu leur réversibilité et qui n'ont pas ce signal forcément allergique, hyperéosinophilique particulièrement marqué. Donc, pour les patients qui ont ce profil TH2, donc présente, ce qui est très important effectivement, donc c'est parfois pour certaines entités certains traitements plus approfondis. Concrètement, le traitement qui fait un peu référence dans les traitements qui font un peu référence dans les formes d'asthme sévère à type TH2, ce sont pour l'instant les anti-IgE, c'est la forme historique, pour laquelle il y a plus de 10 ans de recul, qui s'adresse très spécifiquement à l'asthme allergique. Il faut qu'il y ait une sensibilisation allergique prouvée. Et voilà, je vais vous en parler pour l'instant avant de parler des autres, très succinctement, puisque mes collègues vont parler de manière plus approfondie que moi. Les anti-IgE, donc avec l'omalizumab connu sous le nom de Xolair, il s'agit d'un des traitements, d'un des médicaments d'exception, sous forme injectable, avec on va dire pour savoir quelle dose on doit mettre à chaque patient, un tableau à double entrée avec le nombre d'IgE totaux, donc on a une cible, c'est des IgE circulants, et le poids du patient. On adapte donc le traitement et la fréquence des injections par rapport à ces deux informations. Il y a des effets assez spectaculaires avec une diminution de 30% des exacerbations sévères, c'est-à-dire qui amènent une hospitalisation, un passage aux urgences, 50% des réductions des exacerbations plus classiques, 50% des doses de corticoïdes, on va dire des doses orales, pour ceux qui sont corticodépendants, pour les patients qui prennent des corticoïdes au long cours. Il y a une amélioration de la qualité de vie très nette, les patients en témoignent, et pour des effets indésirables finalement très modestes et assez rares. Donc voilà. Les facteurs prédictifs de la réponse
de ce type de médicaments, finalement, ne sont pas corrélés ni au taux d'IgE initial, même si c'est la cible pour nous guider sur la posologie, ni aux polynucléaires et aux eosinophiles. Donc, c'est typiquement chez des patients qui ont une histoire débutante dans l'enfance qu'on va avoir une bonne action. Et voilà, vous avez dit, hein, c'est important la définition de ce traitement-là, enfin l'accessibilité à ce traitement-là, c'est la sensibilisation allergique. C'est donc un asthme drivé par une sensibilisation allergique. Ces patients vont très bien répondre à ce type de traitement. Donc voici les autres familles nouvelles de traitements, de cibles de traitement sur les médicaments d'exception. Je ne vais pas en parler. Donc juste, on va savoir les anti-IL5 et les anti-récepteurs d'IL5. Là, qui s'adresse plutôt à des patients qui ont des, on va dire, si on peut schématiser. Donc là, je n'ai plus de batterie. Il n'y a plus de batterie au télé, apparemment. Donc là, non, plus de batterie d'ordi. Donc là, ces médicaments vont s'adresser à des patients qui ont soit des chiffres de polynucléaires très élevés, soit des polyposes nasocinusiennes, voilà, donc cette inflammation TH2 présente sans forcément cette entité allergique. Sur les asthmes sévères, il y a vraiment une démarche en entonnoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un asthme, mais plusieurs types d'asthme. On part de quelque chose de très hétérogène et on essaie en fait à présent, dans la prise en charge de l'asthme sévère, en étant très rigoureux sur des étapes initiales, de retrouver finalement des signaux, des cibles en fait thérapeutiques pour arriver vers une démarche personnalisée, c'est-à-dire l'accès en définitive, ce qu'il y a de mieux pour le patient, l'accès à une biothérapie la plus adaptée à son profil clinique. Donc voilà, j'en ai terminé, de toute façon c'était l'avant-dernière diapositive, donc voilà. Je vous remercie.